matinée. Premièrement, la CENI a publié en début de semaine les résultats de l'audit du fichier électoral. Quelle appréciation en faites-vous? Écoutez, nous avons suivi justement la publication de ces listes électorales et nous nous sommes posé quand même pas mal de questions quant à la distribution géographique de cette liste. Vous savez, au cœur de cette élection du 18 octobre, il y a eu toujours la question du fichier électoral qui a fait que beaucoup de nos compatriotes qui avaient souhaité faire partie de ces élections ont décidé de se retirer. Et nous pensons qu'il y a une obligation de la part de ceux qui sont en charge du processus de faire des efforts pour rassurer ceux qui se sont engagés dans la course. Et c'est pourquoi quand nous avons vu ce fichier ou cette liste, qui du reste doit être publié parce qu'il me semble bien que cette exigence incluse dans le code électoral n'est pas encore respectée. Donc nous nous sommes posé la question, comme beaucoup d'autres, qu'il est difficile de comprendre qu'une région, fût-elle une région cosmopolite, puisse avoir plus de 22%. Bon, c'est des opérations techniques, nous ne sommes pas dans le secret de ceux qui travaillent sur ces questions. Ça peut être vrai qu'ils ont recensé 22% là-bas. Mais ça demande d'explication pour la raison aussi simple que ceci. Lorsque je vois une ville comme Mandiana, qui il y a une trentaine d'années était encore une sous-préfecture de Kankan, et qui a aujourd'hui plus d'électeurs qu'une ville comme Kindia, comme Bouquet, ça pose problème, ou peut-être pas problème, mais ça demande beaucoup d'explications. Sigiri est, par chose, la ville la plus, le vivier électoral, en fait, la ville la plus peuplée sur le plan électoral. Alors, plus que des communes comme Matoto ou Ratoma. Alors là, il y a des explications qui semblent être portées pour dire qu'il y a les mines, et voilà, une forte population, une concentration de population dans ces zones minières, ça a boosté le nombre de recrutés. Mais aussi, on peut penser qui sont ceux-là qui sont dans les mines. Est-ce que, bon, c'est juste nos concitoyens ou on sait bien les zones minières attirent pas mal d'étrangers aussi? Et donc, en quelque sorte, nous ne sommes pas en train de dire que, objectivement, nous avons des preuves pour contester ces fichiers. Nous ne saurons le faire puisque, je vous ai dit, c'est un travail technique. Et des experts comme la CEDEAO sont venus. Nous attendons leur rapport pour aussi avoir d'autres précisions qu'il n'y a pas eu manipulation dans l'élaboration de cette liste électorale. Et donc, notre décision en dépendra, mais il est fort certain que nous soyons rassurés par l'organe chargé de ces élections qui est la CENI. D'accord. Et si ces conclusions peut-être mettaient en évidence vos doutes qu'il y a eu manipulation, qu'est-ce que vous demanderiez? Bon, nous avons été clairs. Ma convention qui m'a permis d'accepter ma candidature, j'ai été très clair, j'ai dit que je me lance dans un processus que je veux transparent, qui réunit toutes les conditions de transparence, je veux dire de crédibilité. Sinon, je ne suis pas prêt à mobiliser mes militants pour un exercice futile. De toutes les façons, je crois que ça, c'est l'engagement de tous ceux qui participent à des échanges comme une élection présidentielle. Vous ne pouvez pas aller avec des doutes, avec des si je voulais dire, un processus entaché en amont. Donc, nous pensons qu'il est important de prendre en compte. Je ne sais pas si ça demandera à aller réviser encore cette liste ou aller encore faire des opérations de recensement ou d'annulation. Ça, ce n'est pas, je ne suis pas technicien, j'ai commencé par ça, mais je veux
que les autres partis qui sont parties prenantes dans cette élection puissent s'accorder sur un mode de discussion, de conversation avec la CENI, au fin d'obtenir des éclaircissements qui, du reste, peuvent être convaincants, puisque nous, notre objectif, c'est d'aller vers ces élections. Nous ne sommes pas dans ça pour piétiner, pour essayer de saboter ou de tirer les pieds ici et là. Nous voulons effectivement que ces élections se tiennent, mais encore que nous devons avoir cette assurance que tout va bien. Si le fichier est accepté, il n'y a pas de doute. Je vous assure que le reste, c'est de s'assurer qu'en aval de la chaîne du processus, c'est-à-dire dans les bureaux de vote, que nous puissions avoir une mainmise sur le contrôle des opérations. D'accord. Est-ce que l'OTAN ne joue pas contre vous, sinon contre tous les candidats qui émettent des doutes sur le fichier? La campagne, en principe, devrait débuter vendredi à 0h. Bon, la pression est sur ceux qui tiennent mordicus à un calendrier. On devait réfléchir sur beaucoup de choses avant de valider un calendrier qui, du reste, semble être, comme vous l'avez dit, très serré. Nous pensons qu'il y a des étapes qu'on ne peut pas violer. Puisque nous sommes dans une république, il y a des codes électoraux, il y a des documents constitutionnels. Bon, quand on me dit à cause des délais ou autres, on n'arrive pas à afficher, on veut distribuer les cartes demain vendredi. Alors moi je pense qu'il y a problème, puisque si vous êtes électeur, vous ne recevez pas votre carte, pour quelque raison que ce soit, comment vous pouvez faire recours? Sur quoi? La liste vous permet de savoir que vous avez rempli les opérations dans les conditions normales, vous êtes inscrit. Vous ne recevez pas votre carte, vous dites voilà, je suis sur la liste, donc, ou alors qu'il y ait des situations où on a fait ce qu'il y avait, mais on n'est pas sur la liste, et ça permet à la CENI de corriger. Mais je pense que tout cela, dans l'optique de tenir une date, nous, la date n'est pas sacro-sainte, certes. Nous pensons que si d'aventure les problèmes que nous relevons sont confirmés, nous n'avons aucun problème pour un glissement ou un report, ce n'est pas nous qui le demandons, et nous ne sommes même pas dans cette logique. Mais à tout état de cause, je ne peux pas accepter qu'on dise que la pression est de notre côté. Non. Nous allons avec une bonne foi, en tout cas mon parti, en examinant, j'ai mes équipes qui travaillent sur cette question, on s'est dit, bon, regardez la carte démographique du pays. Moi, si vous êtes à Conakry ici, vous connaissez la démographie de Kaloum par rapport à Ratouma. Si on vous présente une liste qui dit que Kaloum a 30% de la population de Conakry électorale, bien entendu, vous allez soulever des questions. Ça n'a rien à voir avec une suspicion que tel pôle c'est son fief ou pas, mais c'est des statistiques. C'est factuel, mais quand ça soulève des questions, on explique. Voilà donc un peu pourquoi j'ai dit il n'y a aucune pression, parce que nous, si on me dit, bon, les choses, ça ne peut être fixé que si on fait un ajustement ici et là, bon, ça demande au lieu du 18, c'est le 25 ou le 30. Ça n'a aucune pression sur moi. Je suis venu avec un programme pour ce pays et je veux participer à ces élections et je demande que ce soit des élections crédibles et qui soient du reste acceptées par tous. Donc, comme vous le dites, un report, un léger report ne vous ferait aucun pincement au cœur. Si ça permet de régler les problèmes soulevés en amont. Vous savez pourquoi en Afrique, je ne parle pas même juste de mon cher pays, la Guinée. En Afrique, pourquoi vous avez tout le temps des élections qui se terminent par soit des contestations, même violentes? C'est parce que les acteurs rentrent dans le processus sans assurance qu'ils sont dans un processus qui est huilé, c'est-à-dire qui est équitable pour tout le monde et qui donne des suspicions et qui mène les acteurs à l'arrivée de dire je ne suis pas d'accord, il y a eu triche, il y a eu vol, il y a eu ceci. Aujourd'hui, avec la technologie, avec l'ère que nous vivons, une élection devait être bouclée le jour où les décideurs, les électeurs rentrent dans les urnes, c'est centralisé tout de suite, même à la base, et on connaît le vainqueur.
Mais chez nous, il y a toujours ça. Et ça commence par ce que nous sommes en train de discuter, vous et moi. Le début du processus, il doit être transparent et lever tout doute dans l'esprit de ceux qui participent en tout cas. D'accord. Parlons maintenant de votre programme de société. Vous êtes candidat. Qu'est-ce que vous proposez aux Guinéens? Beaucoup de choses, puisque la Guinée, c'est le pays des priorités, en fait. Il y a plein de priorités, mais ceci dit, il y a la priorité parmi les priorités. Ça, au moins, les défis étant ce qu'ils sont, nous rêvons d'une société guinéenne prospère, fondée sur une économie vraiment dynamique, une économie résiliente, une Guinée solidaire dans sa diversité et dirigée par un État de droit avec une justice indépendante. Ça, c'est résumer cette Guinée que nous voulons. Comment l'avoir, comment la faire mettre devant nos citoyens? Ça demande donc un programme. Et ce programme, il est déjà disponible. Nous n'avons pas simplement mis à disposition de la presse en attendant le lancement de la campagne. Il comporte 6 piliers. C'est un vaste programme qui comporte un volet de gouvernance politique, parce que nous sommes dans un État où il y a beaucoup de dysfonctionnements. Notre même jeune démocratie est même menacée et il y a clairement des situations où on assiste à un déséquilibre entre les différents pouvoirs ici, alors que la Constitution garantit ça. Le pouvoir exécutif, il y a une balance, un contre-pouvoir, pour qu'on n'assiste pas ici à une dictature. La Constitution envisage tout ça. Mais aujourd'hui, on constate, même dans cette nouvelle Constitution, un pouvoir exécutif excessif qui domine. Et nous pensons que certaines de nos réformes vont dans ce sens-là. Faire une réforme constitutionnelle à proprement parler, pour fixer ces anomalies qui font qu'aujourd'hui, les institutions sont instrumentalisables. Et nous n'avons pas besoin d'hommes forts dans ce pays. Nous avons besoin que la Guinée soit dotée d'institutions fortes qui assurent la pérennité de cet état de droit. Donc, il faut fixer ça sur le plan des textes constitutionnels. Le deuxième pilier, c'est la gouvernance économique. Nous avons toute une panoplie. Mon problème alors là, au moment où je vous rencontre la presse, c'est comment recentrer et vous communiquer ça en des termes un peu plus simples, parce que mon document il est large, mais c'est possible de dire à quelqu'un ou aux populations que voilà des domaines spécifiques. Mais je fais un truc général d'abord, peut-être que vous allez revenir avec des spécifiques. Je dis donc, gouvernance économique, c'est dire quel genre d'économie on veut mettre en Guinée ici pour assurer une croissance durable et inclusive, surtout, en vue d'assurer une prospérité partagée. Et là-dessus, nous avons des recommandations sur la politique budgétaire, la politique monétaire. Nous sommes pour l'intégration de la Guinée dans la grande zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons des mesures spécifiques. Je suis économiste, comme vous le savez, j'ai géré ici la finance publique. C'est comment s'assurer que la politique budgétaire est en coordination avec la politique monétaire pour qu'il y ait la stabilité des prix, sans quoi on ne peut pas avoir d'investissement dans ce pays. L'autre volet, c'est le volet du capital humain, l'éducation, la santé. Nous sommes un parti qui s'appelle Mouvement national pour le développement. Donc les questions d'éducation, d'accès à l'éducation, à la santé, c'est au cœur de notre programme. Pour nous, la mère de bataille, c'est l'éducation. Qu'est-ce qu'il faut? Nous avons touché l'éducation, nous l'abordons sur un plan holistique. C'est d'abord la question des infrastructures. On peut dire qu'il y en a eu beaucoup, mais nous visons la création de plusieurs infrastructures scolaires, universitaires. Mais ça ne suffit pas, il faut voir les supports pédagogiques. Qu'est-ce que l'école guinéenne est en train de former? Est-ce que les cadres qui sont formés dans nos écoles sont des cadres préparés au métier de demain plutôt qu'au métier du passé?
il y a ce volet. Il y a aussi le fait que la question de l'enseignant guinéen, j'ai suivi de l'extérieur beaucoup de péripéties ici, des grèves d'enseignants, les enfants ne vont pas à l'école. Moi, je crois qu'il faut valoriser la fonction enseignante. Et nous avons quelque chose là-dessus. C'est parce que nous pensons que ce fonctionnaire, l'enseignant doit être un fonctionnaire très bien payé. Et donc, mais en relation avec une productivité qui doit être là. C'est-à-dire, c'est des enseignants qui sont effectivement bien formés. Et nous proposons même la création d'un fonds souverain pour la pérennité de l'école guinéenne. Donc, non seulement l'État va mettre les 40% du budget qui vont à l'éducation. Donc, vous promettez de réserver 40% du budget à l'éducation? 40%, l'allocation budgétaire pour le secteur éducation doit être conforme à ces normes je veux dire internationales, de 40%. La santé, oui, en plus de ça, ça c'est en dehors du fonds que nous envisageons de mettre en place, un fonds souverain qui va être alimenté pour permettre à l'école guinéenne de continuer à être une institution pour ce pays. La santé, on prévoit de construire sur le plan infrastructurel 4 hôpitaux de référence et je ne vais pas rentrer dans le détail, on peut revenir. Et nous allons aussi faire en sorte que le problème de la santé soit lié au problème, c'est-à-dire mettre le préventif avant le curatif. Comment est-ce qu'on peut avoir une nation avec un corps sain dans un esprit sain? Comment est-ce que les gens, au lieu d'attendre qu'ils soient victimes de ça ou ça, à travers les sports, à travers les programmes d'éducation physique, on peut aussi avoir un peuple sain. Quatrième volet, c'est les infrastructures. Nous avons un vaste programme. Vous allez retrouver dans le dossier que je vais vous donner, pas aujourd'hui, pas quand on va me dire que la campagne a commencé, c'est que nous voulons faire toucher, mettre à niveau beaucoup de réseaux routiers dans ce pays. Le problème de notre pays, c'est ça, on est encore enclavé. Donc vous verrez les corridors routiers qui sont, que j'appelle les corridors transversaux. Par exemple, quand vous prenez la route allant de l'Abbé pour descendre jusqu'à Mamou, ou bien aller du côté de la frontière sénégalaise, vous prenez la transversale qui va, le volume, qui va de l'Abbé à Dingira et jusque vers Sigiri. C'est une transversale que peu de gens connaissent, mais c'est des routes que vous ne pouvez pas pratiquer. Vous avez la route même qui quitte Kouroussa et qui relie l'autre route nationale qui vient de Mamoun, Farana, là, vous reliez ça. Il y a une route de près de 200 km là, qui est dans des conditions exécrables. Vous avez Farana, Dabola. Il y a un certain nombre d'infrastructures routières, je vous assure, c'est dans le programme. Nous allons nous attaquer à ça, réhabiliter et surtout bitumer. Voilà, nous prenons compte de ce que le PNDS guinéen a en cours, par exemple, ce qu'ils disent autoroute, mais ce n'est vraiment pas une autoroute, mais la route Koya-Mamoun-Dabola, nous prenons ça en compte. C'est déjà dans le programme qui est là et qui est financé par les ressources de l'État et l'endettement. Donc il y a aussi les transports aériens que nous allons introduire. Le problème de la circulation aérienne avec Air Guinée qu'on va lancer, nous avons ça au programme. Les chemins de fer, nous pensons qu'il faut... Donc vous promettez de doter la Guinée d'une compagnie nationale? Bien sûr. C'est-à-dire que nous allons lancer, comme ils l'ont fait d'ailleurs dans beaucoup de ces pays, ce n'est pas forcément l'État qui gère ces compagnies. L'État est partie prenante, c'est le modèle qu'on a en tête, c'est le modèle de Ethiopian Airlines. Parce que l'État doit apporter un appui dans la mise en place de la structure, mais il y a aussi les privés, comme d'autres compagnies comme Air France, qu'on peut solliciter, et comme Ethiopian, des grandes compagnies comme ça. Mais il faut une compagnie, en tout cas, qui fonctionne suivant
les règles du marché. On a besoin de ça pour ne pas avoir encore une situation comme celle qui était le cas de Air Guinée dans le passé. Donc voilà un peu, à Conakry ici, on a des programmes d'échangeurs. Nous avons prévu même aussi de renforcer les pouvoirs côtiers là pour permettre à cette population de sortir de cette presqu'île là, qui est un entonnoir réellement. Donc notre projet envisage ces corridors côtiers et des échangeurs qui vont dans 3 directions. La direction vers Bofa, une direction vers Kindia et une autre direction vers la frontière vers Sierra Leone en passant par Furikania. Conakry doit être accessible, Conakry doit être une ville qui ne doit pas s'étouffer, tel qu'on a aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de vous dire. Donc notre projet de société prend en compte le volet énergie. Nous pensons qu'il faut continuer avec les barrages hydroélectriques. Ce gouvernement ou cette administration en cours en a fait qu'à l'État et autres, mais c'est près de 6000 mégawatts qu'il y a de potentiel sur le fleuve du Concouré. Donc il y a plein de possibilités. Nous pensons continuer encore de faire des investissements pour booster la capacité énergétique, mais surtout nous voulons aller vers le mix énergétique avec l'éolien. Donc notre programme envisage de faire des incitations fiscales pour permettre au secteur privé de s'impliquer dans des projets éoliens ou solaires dans ce pays. Voilà, donc le volet donc, infrastructure, après il y a un volet sur l'appui au secteur porteur de croissance, c'est par exemple le secteur du tourisme que nous ambitionnons développer dans ce pays, qui est dormant, l'écotourisme a un potentiel dans ce pays. C'est bien beau tout ça, tout ce programme. Dites-nous, quel langage allez-vous tenir pour convaincre les Guinéens de vous faire confiance pour pouvoir exécuter tout ça? Bon, écoutez, je sais très bien qu'il y a un problème de communication autour des projets de société, mais en donnant un projet cohérent comme ça, notre idée, ce n'était pas de rendre les gens confus, mais c'est de dire qu'on a réfléchi, parce que tout est lié. Une économie est complexe par nature. Donc c'est facile de dire qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous allez faire. Nous sommes en train de travailler sur ce volet communication, surtout à l'intérieur. Je peux vous assurer que pour toutes les régions, ce projet est calibré. Si je vais au Fouta ou à l'Abbé, je vais être à même, dans ma communication, de dire en quoi mon projet de société touche les populations de l'Abbé. Si je suis à Lola, la même chose. Donc, maintenant, l'autre chose, vous dites comment on convaincre les Guinéens que c'est livrable. Le projet, il est livrable dans la mesure où on a costé le financement de ça. Et j'ai su quelqu'un, comme je l'ai dit dans mon discours d'acceptation à ma convention, j'ai cette crédibilité, je sais où trouver l'argent, parce que c'est que les gens ne savent pas. Quand je donne le chiffre, ils vont insister sur le chiffre. Comment vous pouvez trouver tout ça? C'est immense, docteur Doré, vous voulez berner les gens. Alors il faut que les gens comprennent que le financement, la source de financement n'est pas publique. Moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup à ce mode de structuration de l'investissement, surtout dans les infrastructures. Donc, il y aura beaucoup de PPP, ce que nous appelons partenariat public-privé, des projets en BOT, comme ça existe dans beaucoup d'autres pays. Ces échangeurs ou ces routes multimodales dont je vous parle, ça ne va pas être le budget de l'État qui est mis là et pour dire, bon, les populations, vous allez payer beaucoup de taxes pour... Non. Nous allons, avec la crédibilité que nous avons, pouvoir trouver des financements privés pour venir faire une bonne partie de ces choses. Alors l'autre volet de ça, c'est les institutions multilatérales, parce que nous avons besoin des ressources concessionnelles. Et tout ne doit pas être qu'on s'endette pour, comment je vais dire, hypothéquer l'avenir de nos générations futures. Nous allons faire en sorte que les prêts, l'endettement qui doit suivre ces projets
puisse aussi être souvent des tours concessionnels. Et c'est là l'utilité d'avoir travaillé avec ces institutions comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire, la Banque africaine, où j'ai passé le clair de ma vie. Je pense qu'on sait quelles sont les ressources, les guichets qui sont calibrés pour tel ou tel investissement. Le tout pour les pays, c'est comment d'abord vous assurer que vous avez un cadre qui sied à l'investissement et comment vos projets sont montés, sont structurés, sont bancables, et je peux vous assurer l'argent existe. C'est pourquoi je n'ai pas peur quand on dit mais vous avez un gros chiffre là, comment vous allez obtenir? Je travaille sur ça depuis une trentaine d'années. D'accord. La Guinée est un pays quand même qui est reconnu comme étant l'un des pays les plus corrompus du continent. Je pense que c'est l'un des freins de l'investissement, surtout venant de l'extérieur. Qu'est-ce que vous envisagez? Je rappelle que le dernier rapport de l'Agence nationale de la lutte contre la corruption a établi que plus de 6 000 milliards, je crois, sont consommés en pot de vin en Guinée. Oui, je l'ai dit dans mon livre, j'ai fait un livre, La Guinée à cœur, vous avez certainement une copie. Et clairement, quand je parle de la nécessité d'attaquer toutes ces propositions que j'ai dans mon programme, c'est d'abord, ça commence par le cadre interne, le cadre macro, les questions de corruption, d'infrastructure. Ceux qui viennent, le privé, sur lesquels nous comptons pour une bonne partie de ces investissements, comment il peut s'investir dans un pays où la corruption est galopante? Aucun projet privé, fut-il public même, ne peut aboutir dans un contexte comme ça. Donc, il faut trancher la question, des questions là, ces fléaux que j'adresse. Il y en a dans notre projet de société où vous avez voulu qu'on aille vite. Sinon, dans les réformes institutionnelles dont je vous ai parlé, il y a comment fixer la question de la justice, la question de l'impunité, la question de la corruption. Moi, j'estime que ce sont des questions qui ont été mises à l'abandon. Des mesures aussi simples comme ce que j'ai dans ce projet, qui consiste à dire qu'il faut d'abord une politique de zéro tolérance. Dans un pays comme ça où l'impunité est tolérée, bien entendu, vous avez beaucoup de ces cadres fonctionnaires ici que vous connaissez, vous, de la presse. Vous dénoncez parfois des gens avec des villas somptueuses. Tout le littoral est occupé par des gens qui, il y a quelques années, n'avaient même pas de quoi circuler. Et puis on voit ça, c'est ça l'enrichissement illicite. Dans d'autres cieux, on essaie d'enquêter ça, on essaie de mettre en plein jour. Donc ça demande une responsabilité collective. Mais l'exemple est donné par le leadership. Parce que si on sévit, je pense que ceux qui, dans l'administration, dans la majorité des cas, veulent s'engager dans de telles pratiques, vont réfléchir deux fois. Mais quand c'est toléré, bien entendu que la pratique va endurer. D'accord, docteur Spandoré, quelle est votre chance aujourd'hui de gagner face à ces 12 candidats, surtout face à Alpha Condé, qu'on dit avoir le contrôle sur tout, il a même mis sur la CENI, sur les autres institutions qui entrent dans le processus électoral? Écoutez, je viens dans ce processus avec une confiance. Peut-être que vous pouvez dire c'est vous seul qui croyez, mais il faut que ce soit moi qui crois dans ce dans quoi je m'engage. Je peux vous dire, on m'a dit tout. Et d'ailleurs, la référence dont vous faites, moi je ne regarde pas la télévision ici, parce que je connais quelque chose qu'on appelle dans la vie politique la propagande. Donc moi je me dis, si c'est pour regarder les mamayas, pendant qu'une campagne reste encore à débuter, je n'ai rien à voir avec une telle information. Mais ça amène une presse dans ce pays à croire que tout est verrouillé, tout est bouclé. On ne donne même pas la chance à ceux-là qui sont venus et qui sont des Guinéens. Moi, je ne suis pas rentré dans cette politique aujourd'hui. Peut-être pas de cette manière. Je suis connu en Guinée. Ce n'est pas seulement quand j'étais là comme ministre de l'économie et des finances. Mais je suis connu dans ce pays profond. Je vous le dis en connaissant de cause. Donc, ce n'est pas parce que j'ai fait 30 ans à l'étranger qu'on peut me voir comme un poids léger dans cette bataille.
j'ai une vision, j'ai un programme, mon message est clair. Et donc, pour tout ça, je reste confiant que si... C'est pourquoi je me bats. Votre question ça a commencé par la question du fichier. J'ai dit, moi, je veux la transparence. C'est tout ce qu'on demande. Le reste, le peuple décide. Donc, je suis confiant. Cette lutte ou bataille, comme vous pouvez la caractériser, sera menée avec foi pour le changement tant attendu de ce pays. Et nous pensons que nous sommes la solution à ces problèmes. Vous ferez le tour de la Guinée? Oh, bien sûr que j'ai fait déjà même le tour au moment où je je parle de la campagne. Bien sûr que oui, que je suis de ceux-là qui croient. Vous ne m'avez jamais vu pratiquement à Conakry ici. Vous savez que je suis là, je suis à Abidjan, bien sûr, mais je suis quasiment tous les mois dans ce pays. Mais cette campagne ne sera pas nouvelle pour moi puisque je viens de boucler le tour du pays profond. Les routes, c'est pourquoi quand je vous parle du défi infrastructurel, moi je ne le dis pas parce que les gens m'en parlent, mais je l'ai vécu. J'ai passé le clair de mon temps dans les pays profonds. Donc je connais la problématique du développement, c'est pourquoi je pouvais nommer le parti là autrement. Je veux dire, laissons le nom Mouvement National pour le Développement. C'est ça qui manque à Guinée. J'ai vu les gens avec des pauvres dames prendre des seaux d'eau à des distances pour aller cuisiner de l'eau potable, l'accès, simplement ça, des choses basiques. Moi, j'ai fait des forages. J'ai dit, cela, c'est pas normal. J'ai vu des situations où les gens sont obligés d'aller loin parce qu'ils ont eu une morsure de serpent. J'ai fait des postes de santé dans ce pays. J'ai vu les enfants dans des classes déplorables. J'ai fait construire des écoles ici. J'ai vu les jeunes abandonnés qui tournent dans leur quartier ici. J'ai dit, je fais une maison de jeunes. J'ai fait ici. J'ai fait des mosquées. J'ai fait beaucoup de choses ici. Ce n'est pas maintenant que je suis en politique. Moi, je n'ai jamais pensé en ce moment. J'ai agi en tant que Guinéen. Voilà ma vision de comment on peut aussi contribuer. Mais dire, bon, il est venu parce qu'il a été d'étranger, il va être président. Non. Ceux qui savent ce que je représente dans ce pays, je ne parle pas de mon passage au gouvernement du consensus ici. Qui, de vos électeurs, ils vous diront que c'était le meilleur gouvernement que la Guinée a connu. J'étais au cœur des réformes que ce gouvernement a montrées ici. J'étais le ministre de l'économie, des finances et de la planification. Ce que nous avons fait ici, à la faveur de la crise là, nous en sommes fiers. Moi, j'ai été décoré, j'étais le seul dans ce gouvernement à être décoré par le président de la haute distinction du commandeur de l'Ordre national du mérite. Donc, la presse peut faire son travail, vouloir minimiser les gens, mais moi je suis serein. Je rentre dans ces élections. Non, nous ne minimisons personne. Hein. C'est juste un constat qui a été établi par beaucoup de personnes. On pense qu'Alpha Condé l'a même dit sur les institutions. Bon, bref, surtout. Donc, pour terminer, un dernier message à l'endroit de nos lecteurs et du peuple de Guinée. Voilà, je voulais simplement dire l'attention des populations que nous sommes à la croisée des chemins. Ce pays-là, après plus de 60 ans de souveraineté, nous avons donné l'exemple à l'Afrique. On a été admiré pour ça. Cela s'est vite dissipé quand on a vu un pays sombrer dans la pauvreté, la misère. Et leur dire que les échéances qui s'annoncent, cette élection présidentielle, pourquoi je dis c'est un enjeu majeur? C'est parce que j'estime que c'est là le vrai référendum. C'est un référendum. Donc, vous allez à ces élections pour dire non à un passé qui nous a amenés jusqu'à cette situation-là, où on occupe la queue dans le classement des pays en matière de développement socio-économique. Comment faire pour renverser cette tendance? Ça, c'est l'autre cas. Ou alors on veut amorcer un virage fondamental
pour mettre le pays sur le chemin irréversible de l'émergence économique en optant pour un programme, un candidat crédible qui peut sortir le pays de la situation actuelle. Ce n'est pas une question de substitution. La tragédie guinéenne a été qu'on a perdu des opportunités d'un régime à un autre, mais il y a une opportunité cette fois-ci d'opérer une alternance politique qui ferait que le monde entier va nous regarder autrement. Et ne pas faire cette alternance parce qu'on veut simplement le faire, mais il faut le faire avec un leadership qui soit vu comme rassembleur, un leadership crédible, un leadership éclairé, un leadership transformateur. C'est cela que j'offre au peuple de Guinée au moment où je m'engage dans ces élections le 18 octobre prochain. Merci. Je vous remercie.